Merci beaucoup et merci à toi, Bark Qaddouri. C'est très gentil à toi. Écoute, je ne vais pas en dire plus, je vais te donner la parole pour nous dire quelques mots à cette occasion, de manière spontanée. L'entraide, ses portes sont toujours ouvertes. Et aussi, la ville de Laval, avec la nouvelle administration, a fait un virage culturel. D'ailleurs, ça a été mentionné par les médias. Et c'était mon souhait. Au premier conseil municipal, j'avais soumis une demande au maire pour lui dire que la meilleure façon de changer la réputation d'une ville, c'est d'investir dans la culture. Et ça coûte pas cher et ça rapporte beaucoup. Il y avait un article dans la presse au mois de septembre, justement, qui soulignait ça, et ce virage culturel à Laval. Donc vous êtes les bienvenus et l'entraide, justement, on essaye d'accommoder toutes les associations culturelles qui viennent de Montréal d'ailleurs. Et l'objectif, c'est que Passerelle organise ces événements ici à Laval. Parce que la culture aussi, c'est un rituel. Madame Delphon-Guéral s'occupe de la société. C'est ce que tu littéraire. vas dire. Oui, ils font des événements et c'est régulier. Donc, il y a toujours beaucoup de monde, c'est beaucoup de travail, mais c'est une habitude. Les gens s'habituent à ces événements. Et je vous souhaite la même chose aussi, que ce soit un rituel, comme ça les gens vont s'habituer à des événements qui reviennent tout le temps. C'est bon, merci beaucoup et bienvenue ici à Laval. On avait rencontré M. Altay Mancho, qui est l'un des plus grands chantres de ce sujet en Belgique. Et on l'avait invité à l'UQAM, donc à Montréal. Et donc on avait parlé de son livre Métissage à 100%. J'aimerais partager avec vous une phrase qui est intéressante. On ne devient totalement soi que lorsque l'on accepte l'autre qui est en nous. C'est la paix et le respect. C'est ainsi que nous devenons des métissages à 100%. Et son livre, c'est Métissage à 100%. C'est comme ça que ça s'appelle. Très bien, alors retour à nos conférencières que j'aurai plaisir de présenter. Stéphanie Giraud, merci d'être là parmi nous, bachelière en administration des affaires à l'Université de Québec à Montréal, consultante, formatrice et conférencière internationale et multiculturelle sur des projets de formation d'entreprise et en développement de leadership en Amérique du Nord, au Maghreb, en Afrique et en Europe. Et vous êtes l'auteur du livre Alchimie interculturelle. Bienvenue Stéphanie. Fayrouz Fawzi, docteur en sociologie d'immigration, professeur-chercheur en sociologie d'immigration et chroniqueuse indépendante, chargée de la gestion des dossiers d'immigrés à Montréal et intervenante auprès des réfugiés et d'immigrés. Vous avez été maître praticienne en performance neurolinguistique à l'Institut Coaching International à Laval et vous avez beaucoup d'engagement aussi au sein de la communauté, au sein de l'interculturel. Alors bienvenue parmi nous, mesdames, si vous le voulez bien. Donc on va commencer avec Stéphanie. Moi, je dois vous avouer que le titre Alchimie, ça m'a rappelé Paulo Coelho. Hein. Alchimie interculturelle, c'est beau, c'est un très beau titre. Bon, alors la question inévitable, pourquoi ce titre et quel est le message à travers ce titre donc, que vous tentez de transmettre à travers ce livre? Je vais devoir vous passer le micro, donc ça va nous faire un peu de sport. Ça va. Merci. Pourquoi ce titre? L'alchimie, je crois qu'on est tous des alchimistes dans la vie, mais ce qui m'a inspiré, oui, il y a l'alchimiste Paulo Coelho, mais il y a aussi Carl Gustav Jung, étrangement. Je faisais des recherches par rapport à l'alchimie et les cultures, parce que je suis tombée sur un de ses livres qui est L'alchimie et psychologie, dans lequel il aborde ça d'une façon assez particulière, mais je me suis surprise à vraiment entrer dans son monde. Et moi, Carl Gustav Jung, c'est aussi beaucoup d'inspiration dans des profils psychométriques que j'utilise dans mes interventions. Donc, il y avait comme un lien intellectuel par rapport à ça, mais aussi c'est que c'est beaucoup sur exactement la citation que vous avez dit, c'est la connaissance de soi, puis d'amener, dans le fond, l'autre ou la connaissance de l'autre en soi. Bien, pour moi, il y a un processus alchimique qui se passe parce que on passe différentes étapes, des prises de conscience, on va faire des choix, on va avoir des doutes, on va remettre des choses en question, puis éventuellement, on va devenir soi de plus en plus. Et plus on devient soi,
plus on est capable d'être en ouverture sur l'autre et le voir dans ton authenticité aussi. Pardon, j'ai donc discuté avec vous, il y a beaucoup de lumière dans cette couverture. Qu'est-ce que vous avez donc, dans vos voyages, j'imagine que c'était au Maghreb, comment a été cette aventure? J'avais une boucle très personnelle à régler. C'est un processus qui est parti de mon expérience de vie personnelle, où est-ce que, à un certain moment, j'ai eu une relation amoureuse avec un Algérien. Ça, et j'ai vécu le plus grand choc culturel de ma vie quand j'ai rencontré sa mère. C'est les deux grands chocs. Et il y a quelque chose en moi qui cherchait vraiment à aller au-delà des préjugés, aller au-delà des limites qui faisaient que deux cultures ne pouvaient pas se rencontrer. Qu'on peut comme adopter ou suivre pour atteindre, par exemple, cette fusion avec une autre personne qui n'est pas de la même nationalité ou cette fusion interculturelle. Pensez-vous qu'il y a un processus, oui ou non? C'est très philosophique. On est dans des considérations philosophiques, un peu spirituelles même. Moi, je pense que c'est possible, mais ça passe à travers se connaître soi-même, reconnaître ses propres dimensions à soi, parce que on a des valeurs, on a des dimensions culturelles propres à nous. Ça vient, oui, peut-être de notre culture d'origine, mais ça vient beaucoup de notre éducation, ça vient beaucoup de comment on a vécu notre petite enfance, comment on a évolué dans notre société, les choix qu'on a faits. Mais... Je vous pose la question à vous deux, mesdames. Pensez-vous que le concept de ce qui est interculturel, comme il a été défini par Taylor et par d'autres personnes dans la sociologie, pensez-vous qu'au sein de la société, ça a tendance à devenir populaire ou bien impopulaire? Ou quel est votre sentiment là-dessus? Populaire dans le sens de... C'est-à-dire mettre l'éclairage sur la notion. C'est-à-dire, est-ce que les gens y croient beaucoup plus ou non? Ou c'est impopulaire? Est-ce que les gens le prennent beaucoup plus de manière D'abord, positive? les gens amalgament entre multiculturalisme et interculturalité parce que c'est quand même nouveau comme concept. Parce que quand on parle interculturalité, c'est médiation culturelle et c'est le travail des intellectuels, du gouvernement, de la société. En fait, c'est une médiation. Le problème qu'on voit un manque de fonds aussi consacré à ces gens-là qui travaillent cette question. Je ne sais pas si Mme Géraud est d'accord avec moi. Parce que il faut quand même prendre en considération que c'est très important pour créer l'enjeu. L'enjeu, c'est le vivre ensemble. Et nous sommes une société d'installation et d'accueil chaque année. Chaque semaine, plutôt, il accueille 1000 immigrants par semaine. Et c'est trop, non? Et c'est monsieur le... C'est pas trop, c'est beau, c'est enrichissant. Mais ça demande un effort, un travail. Mais ça peut être trop aussi, hein, parce qu'il faut aller dans les deux extrêmes. Ouais. Donc, nous avons du travail. Et vous avez parlé de distinction entre interculturalité et multiculturalisme. Est-ce que vous pouvez décrire multiculturalisme? Parce que je suis pas érudit comme vous, donc j'aimerais comprendre la distinction. Il y avait des tendances culturalistes et le Québec a adopté toute une politique pour mettre en valeur cette tendance culturaliste. Le multiculturalisme, c'était en France, en fait. Il n'y avait pas de dialogue entre les cultures. C'est des C'est-à-dire silos, c'est comme des silos. Alors que l'inter, on travaille mais ensemble. l'inter, là, moi, j'ai ma culture, j'ai mon identité d'origine et j'entre dans la négociation avec votre culture à vous, votre identité à vous. Sachant que l'identité est en perpétuel mouvement, il se transforme, et il y a toujours du changement au fil des années. Donc, et c'est ça ce qui crée la richesse, parce que la culture est en changement, ainsi que les gens. Donc, mais aussi le multiculturalisme, ici, c'est assez fédéral, canadien, donc on parle l'interculturel, on trouve plus au Québec, j'imagine, et ce qui est multiculturel, c'est au niveau du Canada, peut-être bien que beaucoup de nationalités contribuent à ce socle qui est donc l'identité canadienne. Peut-être il y a cette perception que la plupart des gens ont du multiculturalisme. Et peut-être quand on parle d'interculturel, donc il y a une diversité culturelle, sans oublier qu'il y a une majorité qui est l'identité québécoise. Là, donc
en étant que cette majorité donc, considère la diversité et la valorise. Peut-être bien qu'il... Moi, j'essaie de me dissocier honnêtement de la politique. J'ai eu différentes phases. À 12 ans, moi, je votais oui, mais je ne pouvais pas voter. C'est beaucoup plus facile quand on n'a pas le droit. Une cassure en moi parce que c'est allé trop loin. Et moi, je voyais les Québécois comme des gens ouverts, comme des gens, peut-être qu'il y a eu une époque où il y avait les accommodements trop raisonnables, peut-être, mais je me disais, on peut trouver un équilibre. Et j'ai l'impression qu'on a eu comme un revers de balancier. Et j'ai eu un gros inconfort quand ça s'est arrivé. Et c'est, entre autres, une des raisons pourquoi j'ai écrit mon livre. Parce que j'ai eu mon choc culturel québécois à ce moment-là. Et moi, depuis 2001, il y a vraiment, c'est à l'époque où j'étais avec mon copain algérien quand il y a eu l'histoire des tours en septembre. 9/11. Il doit être mis en application dans le système scolaire et d'enseignement, parce que j'ai fait déjà des recherches auprès du ministère de la Diversité de Mme Kathleen Veil, d'inclusion, parce que c'est leur travail. Essentiellement, c'est à eux de travailler sur ça. Mais voilà, c'est juste théorique. Jusqu'à date, c'est plus juste la théorie. Puis oui, on doit mettre en pratique cela, proposer des lois, des mesures, ça c'est beau, mais en fait, c'est notre tâche. Parce que moi, je vois dans l'inter ce lien qui doit être aussi établi avec des approches. C'est-à-dire le mettre avec l'approche sociologique, psychologique, économique. Ça, on va l'enrichir. Ça, on va le mettre en valeur. Ça, on va le nourrir. Ça sera comme un objet d'étude. L'interculturalité, le plus important et le plus intéressant, à mon avis, c'est qu'il soit un objet d'étude pour les étudiants à l'université. Et comme ça, parce que nous sommes dans une société multiculturaliste et pluriethnique. Donc, pour ne pas tomber dans les jugements de valeur, dans les stéréotypes, par exemple, il a dit ça parce qu'il est chinois, il a fait ça parce qu'il est musulman. En fait, tout cela, c'est comme, l'interculturalité, ça va changer notre façon de percevoir cette diversité qui fige les situations et qui fige les gens et qui fige les mouvements. Je pense même que les chocs culturels au début, donc des familles qui ne se connaissent pas, même s'il y a ces conflits, si on pourrait les transformer en énergie positive, ça pourrait toujours être intéressant. Ça me ramène à une question, Férouz, le rôle, vous savez que le rôle d'écrivain peut être aussi un médiateur. Hein. Ouais. On avait toujours discuté de ça de manière... Mais en quoi, selon vous, vous avez travaillé aussi avec des femmes immigrantes aussi beaucoup, en quoi l'interculturel peut favoriser l'intégration de ces femmes ou même des hommes donc, qui ne connaissent pas une société d'accueil? En quoi des concepts comme ça peut-il réussir? Moi, je travaille auprès des femmes maghrébines et j'ai mené une enquête dans les mosquées. Puis j'ai créé la proximité, oui, pendant 5 ans. Et même avec les gens dans les cafés Jean Talent, les cafés leur réalité quotidienne. Donc plusieurs obstacles entravent leur intégration économique parce que tout passe par l'inclusion. Et l'inclusion, c'est par l'économie, c'est par le travail. Donc ça d'une part. D'autre part, les femmes, ils subissent un choc ou un bloc, moi j'appelais le triple blocage. C'est l'isolement. Ils restent chez elles, à la maison, parce qu'ils n'ont pas de place pour la garderie, pour leurs enfants. Donc, ils ne vont pas pouvoir étudier ou apprendre la langue pour s'intégrer et pour pouvoir travailler. Donc, c'est comme un processus là. Mais ce que je veux dire, je suis d'accord, mais dans la société d'accueil, j'imagine que quand on est dans une société nouvelle, qu'on ne connaît pas, il y a un effort à fournir. Tout à fait. Il y a un effort à fournir et je pense que l'effort est très valorisé en Amérique du Nord, pas juste au Québec, pas juste... Donc, est-ce que vous pensez que, par exemple, la diversité, tout ce qui est interculturel, par exemple, est-ce que vous pensez que ça pourrait favoriser la paix sociale? Parce que la paix sociale, c'est un mot maintenant qui revient beaucoup ces derniers temps. Pensez-vous que ce qui est fusion des cultures, diversité des cultures,
peut favoriser la paix sociale. Là, on parle d'interculturalité en respectant, par exemple, l'identité de la nation où l'on est. Donc, Les valeurs de l'autre. voilà, exactement. Moi, par exemple, tout au long de mon travail auprès de mes recherches actuellement, et puis c'est ça ce que je compte faire même dans l'avenir, c'est que j'insère la dimension culturelle pour mes écrits sur l'immigration. Parce que la culture, c'est la salvatrice des maux. Et puis c'est pour contrer la violence, donc c'est vraiment l'outil ou le secret ou le trésor qu'on doit quand même mettre en valeur pour résoudre plusieurs problèmes. Et autre chose, vous avez mentionné le rôle du chercheur ou de l'intellectuel. Ça me rappelle une citation ou l'idée de François Davitier, qui est un grand anthropologue, qui a dit « Le plaisir de la connaissance est le plaisir partagé ». Et aussi, là j'applique, c'est le plaisir du chercheur, c'est de partager ses connaissances avec l'autre, c'est véhiculer l'idée à l'autre. D'abord, de me mettre dans une catégorie artiste, parce que je me sens pas encore tout à fait là. Alors, mais en tout cas, moi je considère que quand on écrit un livre, on est dans la catégorie de la personne qui pense et qui réfléchit. Oui, qui est inspiré, oui, mais je suis d'accord, mais je trouve ça flatteur, merci. Moi, ce que je réalise, parce que c'est sûr que Férouz vient avec tout son background de chercheur, elle était sur le terrain, c'est super intéressant comme point de vue, comme perspective. Moi, ma perspective est dans les entreprises. Puis, je fais de la gestion du changement sur des projets de transformation d'entreprise. Et ce qui arrive, c'est des cultures qui se confrontent. Des cultures organisationnelles, mais c'est des cultures quand même. Des fois, c'est les technologies qui amènent une certaine façon de fonctionner. Des fois, c'est la fusion entre deux entreprises. On fait une réingénierie de processus. Ça vient complètement bouleverser la culture même de l'entreprise. Et ça demande beaucoup d'efforts de gestion du changement, de gérer le changement humain dans l'organisation. Donc, le défi d'une gestion du changement sociétal, c'est immense, là. C'est immense. Et c'est presque mégalo si je le regarde. Moi, quand je suis dans mes petits laboratoires, là, qui a 200-300 personnes ou 5000 personnes, dans une société où il y a 7-8 millions de personnes, on fait quoi? Comment on amène ce changement-là? Comment on aligne avec mes organisations, comme Férouz le voit au niveau micro, dans le fond, avec ses recherches? Mais même si je touche 200-300, 5000 personnes, et la même chose pour elle, on est loin du million, là. Peut-être penser à créer des projets en commun avec votre équipe aussi. Mais il faudrait travailler ensemble, peut-être. C'est ça, quelles sont les mesures à entreprendre à ce niveau. Donc c'est ça, donc c'est peut-être créer des synergies. C'est des passerelles. Des passerelles, un mot qui est très courant et qui est très... C'est votre passerelle d'abord qui nous arrive. Je voulais dire une paix sociale, mais peut-être une harmonie, je veux dire, sociale. Est-ce qu'il y a des mesures à entreprendre? Oui. En fait, toujours l'interculturalité doit s'articuler sur l'inclusion, c'est ça ce qu'on vient. Oui, mais on peut travailler pour changer cette appellation. Donc c'est notre rôle, non? Je pense en tant que chercheur, en tant que même politologue, hein, monsieur, nous avons parmi nous des programmes des partis politiques. On va faire la demande et après on verra. Voilà, donc, parce que pour moi, une meilleure connaissance de cette réalité et des valeurs de la communauté culturelle par les Québécois, même les Québécois de souche, je ne sais pas si On c'est a besoin de acceptable. se comprendre un peu. C'est ça, on doit se comprendre, Et il faut comme une certaine reconnaissance que je vois que c'est une condition essentielle pour résoudre ces conflits. Et la deuxième mesure, qui exige aussi des personnes immigrées d'effectuer de grands efforts. Voilà, en adéquation, c'est ça. Et on le gère. Et on le gère, on l'assume, on s'accepte. On peut parler à vive voix et puis, peut-être au niveau de la littérature, dernièrement, on a été juste, on a parlé avec des responsables du Conseil des arts et des lettres du Québec. Les choses se font. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais elles se font lentement. En Ontario, ça se fait peut-être rapidement, parfois. Mais au Québec, ça se fait lentement, et ça va se faire. C'est ça toujours ce qu'on dit.
ce qu'on remarque, ce qu'on atteste en général. Je vais peut-être céder la parole, messieurs, dames. Merci de votre écoute. C'est qu'on était catho et que du jour au lendemain, ben vraiment, ça a pris presque le bord de la poubelle, finalement. Que les religieuses et les curés qui géraient les écoles. Et à un moment donné, catastrophe, il arrive dans le petit village où j'étais, une famille anglaise protestante. Mais évidemment, la petite fille, elle a le droit d'aller à l'école. Alors là, on a eu droit, je devais avoir 8 ans, 9 ans, à une réunion avec le curé et tout ça pour lui dire, écoutez, il arrive quelque chose, elle s'appelait Mary, qui va venir à l'école, mais elle est protestante, puis elle ne parle pas français, donc il faut qu'elle apprenne. Alors on compte sur vous. Hein? Bon, il faut que la vie soit belle. Mais je veux dire, c'était pas il y a si longtemps, c'était il y a longtemps, mais pas si longtemps que ça. Hein? Moi, je pense que et là je rejoins ce que Stéphanie disait, je pense que la chose la plus fondamentale, puis c'est vrai pour nos enfants quand on a la chance d'en avoir, c'est vrai pour nos petits-enfants, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Parce que la connaissance de soi entraîne nécessairement un certain état de bien-être et de confiance. Si je ne fais pas confiance, si je ne me fais pas confiance, je ne peux pas faire confiance à l'autre. Alors ça, c'est absolument fondamental. Et je ne sais pas s'il y a eu des recherches en sociologie, mais dans ma famille à moi, où mes 2 parents, écoutez, les ancêtres de mon père sont arrivés en même temps que Champlain, alors c'est moins longtemps que 2 millénaires, mais quand même. Bon. Et ma mère, c'est la même chose. On est 6 enfants. Savez-vous, il y a combien d'enfants chez nous qui ont convolé en juste noces, parce qu'il fallait faire ça, avec de souches? Il y en a combien? On est 6, il y en a combien? 0. Il y en a 2. Les 4 autres, on a marié des gens qui avaient choisi le Québec. Alors, ça veut dire que dans les années 50, il y avait quand même au Québec des familles qui étaient extrêmement ouvertes. Bon, c'est sûr que vous devez vous imaginer que j'ai plutôt confiance en moi. Hein? Ça a commencé très jeune. Bon, c'est ça. Alors, je pense que le secret est là. Parce que pour accepter l'autre, il ne faut pas en avoir peur. J'adore. Alors, et puis je vais finir avec quelque chose de très récent. Il y a eu, bien sûr, la charte des valeurs québécoises. Moi, je suis devenue folle quand j'ai entendu les valeurs québécoises, parce que le respect, c'est pas une valeur québécoise, c'est une valeur humaine. Alors déjà, c'était très mal nommé les choses, en tout cas. Ceci étant dit, on ne peut pas être brillant tout le temps. Je ne suis pas la seule à avoir eu un choc, finalement. C'est ça. Mais à un moment donné, j'ai osé dire qu'il y avait du racisme au Québec. J'ai osé dire ça. Hein? Alors là, je me suis fait, mais engueuler. Mais engueuler, pas par des gens qui avaient choisi de vivre au Québec. Non, il y avait des gens qui avaient choisi de vivre au Québec qui me disaient, vous n'avez pas le droit, le Québécois... Non, il faut s'ouvrir les yeux, il faut regarder. Il faut oser parler. Et de mon point de vue, c'est une responsabilité du citoyen ordinaire, c'est une responsabilité de l'intellectuel et c'est une responsabilité du politique. Et juste pour rendre un vibrant hommage à l'action qui est menée par Madou, en fait, c'est une femme de principe, parce que je peux témoigner personnellement de ce qu'elle fait. C'est une femme d'engagement. Ce n'est pas nécessairement pour caresser dans le sens du poil, mais j'ai pu constater de visu un peu son action et tout ce qu'elle est en train de faire pour promouvoir justement le vivre ensemble auquel vous faites référence. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, nous étions ensemble, Selba, Madou et moi. On était ensemble. Fallait pas le dire. Utiliser le débat, mais c'était juste pour rappeler que c'était Madame Dalphonse-Guirard qui, lors du dernier Conseil général du Bloc québécois, avait présenté une motion pour dénoncer l'attentat du Québec. Donc c'est elle qui l'a présenté. Donc, et puis vraiment, ça m'avait vraiment touché et j'ai eu le plaisir. Donc, c'est concepté avec moi ce sujet, ça m'a fait vraiment plaisir avec Paris aussi. Merci beaucoup. C'est un plaisir en fait d'être parmi vous ce soir pour parler de
l'interculturel, mais aussi surtout parler des événements que le Québec a connus et qui, je pense, dans certains milieux, on peine encore à en parler. Moi, je travaille dans les milieux de l'éducation et on dirait qu'au sein des écoles, il y a eu un mot d'ordre qui a été donné aux différents enseignants pour ne pas parler de ce qui s'est passé. Et je l'ai appris, j'étais un peu choqué par ça. D'autant plus que ma fille, qui est au secondaire, m'a posé des questions, beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Et surtout, il m'a posé la question. On a demandé à notre professeur d'histoire et citoyenneté de nous en parler. Il a dit, écoutez, oubliez ça, on ne va pas en parler. Donc, il y a des problèmes qui surviennent avec ça, surtout c'est les jeunes, parce que les jeunes, c'est vraiment l'avenir. Et l'éducation, comme vous savez, c'est l'arme la plus redoutable, comme disait Mandela, pour changer le monde. Donc si on veut changer le monde, ça commence au milieu de l'éducation, ça commence avec les jeunes. Vous avez parlé de l'histoire, madame a parlé de l'histoire. C'est très important de connaître l'histoire. Ce que l'histoire va nous apprendre, c'est que oui, il y a eu partout racisme, et les humains ont cherché toutes les excuses pour tuer les autres humains depuis l'aube du temps. Donc c'est la seule vérité qu'on va retenir d'une sorte d'un arrêt. C'est pas l'interculturalisme justement qui est la réponse au lieu du multiculturalisme, parce que dans notre tête on est déjà interculturel. Vous avez parlé tout à l'heure de l'émotion. Et justement, avec le clic facile, on est tellement émotif dans la réaction. Et souvent, je parle par exemple des réseaux sociaux, des fois il y a une publication qui me fait mal, et on réagit rapidement. Et l'objectif de la personne qui met cette publication, c'est exactement aller chercher cette émotion, une réaction rapide et qui fait mal. Parce que des fois, quand ça sort, c'est pas rationnel, justement. Moi, je dis il faut apprendre maintenant à respirer. Oui, tout à fait. Ça, c'est la première chose. Et on a parlé tout à l'heure de sortir, on a sorti la religion de l'espace public. Le problème, c'est qu'on l'a placé là où ça fait mal. Parce qu'on a placé la religion maintenant dans le marché d'emploi. Parce que les emplois, il y a des statistiques qui ont été publiées il y a 2 semaines par Le Devoir. Les derniers, c'est l'hindouisme, ainsi de suite, et les avant-derniers, le musulman, ainsi de suite. C'est pas religion. C'est-à-dire l'instrumentalisation de la religion. C'est ça, et rentrer au marché du travail. Ce qui ne favorise pas justement, on n'amène pas une solution à l'intégration, parce que l'intégration passe par la dignité passe par l'emploi. Et on favorise justement des gens qui ne travaillent pas, s'ils sont vraiment des ghettos volontaires et passer leur temps à se plaindre, et voyer juste de le négatif sur la société. Vous parlez de l'intégration, vous parlez des nouveaux immigrants. Est-ce qu'il y a une politique qui est posée vers ces gens-là, quand ils arrivent, au lieu d'y aller, au lieu eux qui partent dans les cafés de gens parlants, comme vous avez dit tout à l'heure, et dans les mosquées, est-ce qu'il y avait une politique de mettre des centres pour accueillir les familles, de leur mettre des objectifs culturels et sociaux, au lieu qu'ils arrivent, ils ne savent pas où ils vont, ils partent dans les cafés de gens talents, ils partent dans la mosquée, entre guillemets, comme vous avez dit tout à l'heure. Non, j'ai dit, j'ai mené des enquêtes. Ah, d'accord. C'est pas... D'accord. Ils sont libres, ils sont libres. Est-ce que vous ne trouvez pas que le rôle, elle est là aujourd'hui, de penser, de créer des centres pour les nouveaux arrivants, des centres de famille, quand ils viennent, ils sont là, ils sont encadrés à un certain moment. Versus le collectivisme, qui est une dimension très distinctive des communautés immigrantes et des Québécois. Les Québécois, on est individualistes. Donc, le pouvoir personnel, la confiance en soi, la connaissance de soi, c'est beaucoup valorisé. C'est vers ça que c'est ce qu'on regarde d'une façon plus grande que l'aspect collectiviste. Je pense qu'avant, on était plus collectiviste avec les églises, avec les villages et tout ça. Mais maintenant, le collectivisme c'est beaucoup effrité. Même avant, dans les régions, il y en avait encore beaucoup. Moi, j'ai... Il passe d'abord par 3 stades. C'est avant de l'intégration et l'assimilation, soit l'intégration, soit la discrimination. Donc, et c'est lui, en fait, l'acteur de sa réussite dans cette société. Les gouvernements. Mais il y a quand même un gros travail à faire des communautés. Là, en parlant, par exemple, de l'emploi Québec, mais si je compare, par exemple, la communauté maghrébine ou marocaine avec celle syrienne qui vient d'arriver,
le taux de chômage il est très moins élevé que, par exemple, la communauté marocaine. Pourquoi? Il y a de la dynamique à l'intérieur de la communauté syrienne de s'entraider. Il vient d'arriver, il manque même la langue. Je connais des gens allophones qui travaillent, commencent à travailler. Je connais très bien des gens qui étaient des directeurs des banques, mais qui travaillent d'autres choses en même temps qu'ils sont en train de faire des cours de francisation. Alors, nous parlons tantôt des rendus à l'État de faire un choix de société. On n'est pas rendu là. Peut-être moi, c'est ça la première, la clé. Je fais la différence entre le vivre ensemble et vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est qu'on peut concocter un petit peu dans les dictionnaires politiques juste pour dire que bon, on va vivre chacun l'un près de l'autre, puis lorsqu'on va se rencontrer, on va se dire bonjour, il fait beau, et puis bon, on va pas rentrer dans l'intimité de l'autre. Par contre, pour ce qui est du vivre ensemble, là, je rencontre mon bon voisin québécois, je monte, je prends une belle poutine, il descend, on se ramasse devant un bon couscous. Mon voisin italien me ramène, ça s'appelle pizza bolognaise, et puis c'est ça le vivre ensemble. Je pense aussi qu'il y a des termes qui sont aussi mandatés par les médias, qui sont propulsés à l'avant-scène pour peut-être freiner quelque part. Ça, c'est mon point de vue, peut-être je prends subjectif. J'ajouterais... Oui, éthique. C'est-à-dire on ne peut pas parler d'un savoir sans conscience. Et juste aujourd'hui, là, je viens de publier une chronique. Oui, c'est-à-dire sans conscience, ne peut pas avoir même la responsabilité. Des responsables qui n'ont pas de conscience, comment on va arriver à développer notre société? Autre chose pour le vivre ensemble, peut-être je vois qu'une nomination comme conceptuelle, théorique, de toutes les pratiques comme habitus, rencontres, habitus social, habitus, c'est-à-dire les rites, les rencontres, tout cela, pour le cadrer ou le mettre comme... Mais moi, je suis allergique à ce terme. Le changement forge-t-il notre personnalité? Eh bien, voilà. Eh ben, voilà la question. C'est une bonne question. Bon, là, vous allez devoir lire parce que ce que je dis maintenant, c'est les anecdotes que je vous ai racontées. Donc, illustre bien la petite fille extravertie qui cherche à influencer son environnement. Dans l'environnement favorable, j'étais beaucoup plus expansive, relationnelle et j'exprimais beaucoup plus facilement ma recherche de liberté. Lorsque ma perception d'un environnement hostile est apparue, j'étais toujours agissante et ma personnalité s'est adaptée pour relever les défis devant moi. Je me suis orientée vers la performance et les résultats. C'est la façon que j'ai choisie pour combler mon besoin de retrouver une certaine sécurité. Lorsque la perception d'un environnement moins menaçant revient, je redeviens beaucoup plus relationnelle et cherche à l'influencer. Par exemple, lors de mes débats sur l'égalité des sexes. C'est quand même une question. Oui, si tout à je fait. peux la poser à madame. Bien sûr. Puisqu'on est revenu au livre, si je peux vous poser